je vais donc donner la parole à Abraham Béard. Tu te présentes, hein? Oui, non, ça va. Le diable est là. Je vais sacrifier à ce qui s'est fait ce matin, et donc pour avouer que oui, je suis un ancien universitaire, oui, je suis un ancien chercheur scientifique, et pourtant je ne vous ferai pas un discours académique. Je crois que ce serait faire injure à la mémoire de Michel, et indigne de cette assemblée que de vouloir nier ou minimiser le profond désaccord politique entre nous deux. Ce désaccord n'a pas empêché une longue, constante, amicale et active collaboration sur la question du nucléaire militaire. C'est lui, comme Premier ministre, qui m'a permis d'enquêter à Mururoa. Nous avons même, peu de temps avant qu'il nous quitte, signé ensemble un article sur ce sujet dans Mediapart. Si mon organisation a reçu par 2 fois le prix Nobel de la paix, Michel en a sa large part. Mais revenons à notre désaccord politique. Je suis venu ici vous dire que dans sa prise de position aux Journées nationales entreprises en mai 1970, j'ai eu tort et Michel avait raison. Quels étaient les faits? Au cours de cette journée, nous avions proposé un choix politique inédit, celui des assemblées ouvrières et paysannes, avec comme objectif l'écriture de la nouvelle doctrine du PSU et celui d'élire directement en son sein la moitié de la future direction qui serait faite ainsi d'ouvriers et de paysans. En fin de journée, grisé à vrai dire par cette utopie, le discours de clôture de Michel a eu l'effet d'une douche froide. Il venait nous dire que nous faisions fausse route, car l'heure était à la renaissance de la social-démocratie, seule capable à éclairer l'avenir, et qu'il était temps d'en finir avec notre mirage 68 arts. Vous pouvez imaginer notre désarroi, et j'ai même entendu quelques militants se demander s'ils n'avaient pas bu un coup de trop. Je les ai rassurés sur ce sujet. Pourquoi avions-nous tort? 1970, c'est d'abord la fin des Trente Glorieuses, avec le déclin de la vieille industrie, et en même temps l'accélération de la mise en place du néo-capitalisme. Cette analyse nous était commune, nourrie par les échanges réguliers avec Delors et Nora, moteur de la nouvelle société de Chaban-Delmas. Mieux encore, nous avions les informations venant des groupes d'entreprises, confirmant le déclin des vieilles méthodes, y compris chez Citroën, et la mise en place de nouvelles méthodes de management venant des USA, comme à Caterpillar, près de Grenoble, pendant que la gauche prolétarienne s'épuisait dans sa lutte contre les petits chefs, les nouveaux managers liquidaient ceux-ci tranquillement. De quoi s'agit-il? Simplement de la fin de l'administration du personnel et la mise en route de la gestion des ressources humaines, avec ces 6 principes édictés à l'époque et qui méritent, je crois, d'être revus aujourd'hui dans notre contexte actuel. Ces 6 principes sont les suivants. 1. La gestion du recrutement et de l'intégration. Comment dénicher, recruter et conserver les profils les plus compétents qui font cruellement défaut. La performance d'une entreprise est avant tout directement dépendante des qualités de ses salariés, que ce soit la motivation, la capacité d'innovation ou la volonté de travailler en équipe. Principe numéro 2, la gestion des rétributions. L'estimation du juste salaire est dépendante de multiples paramètres dont l'offre de la concurrence n'est pas le moindre. Principe 3, la gestion des carrières et des compétences. Dans un monde en mouvement, les carrières se gèrent dans la durée. Les légendes actuelles sur l'indispensable flexibilité des salariés, qui devraient non seulement changer d'entreprise en permanence, mais aussi de métier au gré des besoins de ces dernières, ne sont que des légendes. Principe numéro 4, la gestion de la formation. Elle doit être un jeu gagnant-gagnant,
et répondent à la fois aux besoins en compétences à court terme de l'entreprise et au souhait de construction d'une solide carrière des salariés au plus long terme. Principe 5, la gestion sociale. L'entreprise est une organisation humaine, elle est donc confrontée à tous les aspects des relations interpersonnelles. Et enfin, l'évaluation de la performance, évaluation collective ou évaluation personnelle, le type d'évaluation conditionne le mode de management. 1970 ouvrait une nouvelle période où les luttes deviennent défensives et centrées uniquement sur l'emploi dans la vieille industrie, et donc le contrôle ouvrier devient dans ce cas caduc, parfois remplacé par une autogestion en combat de retardement. En même temps, dans la nouvelle industrie mise en place par le néocapitalisme, qui deviendra le capitalisme financier, les postes sont pourvus par des techniciens et des professionnels plutôt sensibles aux aspects les plus intéressants du nouveau management. La nouvelle classe ouvrière de Serge Ballet s'est amalgamée avec la petite bourgeoisie pour constituer une middle class à la française et qui veut faire valoir ses droits dans le champ politique classique, hors de l'entreprise. Mais pourquoi Michel avait raison? La SFIO avait touché le fond, mais elle va se revivifier grâce à un vaste mouvement naissant en Europe, étroitement lié à l'essor du néocapitalisme, qui deviendra peu à peu capitalisme financier, et il est né, y compris à la gauche de la social-démocratie et dans le mouvement syndical, et en particulier dans l'IG Metall en Allemagne. Il va proposer un contrepoids social sous forme d'État-providence et de cogestion syndicat-patronat dans l'entreprise. Ce renouveau de la social-démocratie européenne de l'Ouest, Alain Savary va s'y appuyer pour fonder le futur Parti socialiste. Il va avoir un énorme impact dans le mouvement syndical, plus exactement dans la CFDT, qui constitue au PSU notre lieu d'observation privilégié. Comme Michel, nous avions bien perçu au cours des réunions au sommet très fréquentes le changement d'attitude de la centrale pour le PSU. Il est maintenant perçu comme mouche du coche, selon l'expression de Declercq de Loire-Atlantique, et donc il restait pour autant un décalage avec la base peu sensible aux sirènes de la SFIO, d'où notre aveuglement. Avec son intuition particulière, Michel avait bien compris que le renouveau de la social-démocratie en Europe conduirait à l'émergence d'un nouveau parti socialiste attractif pour les fragments de partis à gauche, les syndicats et le milieu associatif. Dans un interview de Benamou sur le rendez-vous manqué d'Épinay, Michel dit « J'aurais dû, en 1969, quitter le PSU avec mes troupes pour retourner à l'SFIO. Cela me semble moins sûr, car peu auraient accepté de retourner chez Guy Mollet. Par contre, Michel avait vu juste sur la nouvelle période qui s'ouvrait. Notre ambition de hisser en premier de cordée des prolétaires, ouvriers ou paysans, en les plaçant à la tête du parti, ne pouvait pas être suivie des faits. Trop peu et trop tard, we blew it. Politiquement, indiscutablement, Michel a raison, et j'ai toujours tort dans mon refus permanent de rejoindre cette option. Ce ne serait pas honnête envers lui et envers vous de dissimuler pourtant une réelle amertume. Nous avons échoué dans la folle idée de mettre au poste de commande les opprimés pour diriger par eux-mêmes leur émancipation. Et c'était la dernière chance. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul député ouvrier à l'Assemblée nationale et tout le monde s'en fout. Au-delà des regrets et des nostalgies, je reste persuadé que la fameuse taupe de Karl Marx ressortira un jour et que les exploités d'aujourd'hui reprendront la main pour s'en servir par eux-mêmes et triompher. Oui, Michel a toujours raison, mais il vaut bien plus que cela. Et je l'avoue, c'est pour cela qu'il me manque beaucoup. Merci.